Bonjour, merci d'être là ce matin. Et comme vous voyez, nous avons une session d'infectiologie composite. Donc, je suis Christian Trépeau et je coachais avec Gilles Raguin. Et notre première oratrice vient de Vienna et elle est versant psychiatrie. Et elle va nous parler de ce qu'ils font de très bien, ce qui se passe beaucoup de choses là-bas. À vous. Bonjour, good morning. First of all, it's such a pleasure to be not only just in Biarritz again, but seeing all the colleagues and friends in person. And my special thanks goes to Jean-Pierre and Arcais for having me here. I enjoyed the meeting over the last days very much. And it's my pleasure I'm a psychiatrist by training, to give you some information about a study we did on. Je suis psychiatrice et je vais vous présenter une présentation sur les comorbidités avec les infections VHC. Voici mes conflits d'intérêts. Cette étude, bien sûr, a été soumise par l'ARB, par l'Université de Vienne, et toutes les personnes qui font des recherches ont des difficultés parce que d'après les critères d'Helsinki, il faut une assurance que les procédures soient normalisées, soient mises en place. Donc, les personnes participent volontairement. C'était un énorme travail structurel pendant les vacances de Noël parce qu'il fallait que les prisonniers soient conduits dans une zone spéciale où se passait l'étude. Donc, il fallait qu'il y ait une certaine intimité pour pratiquer les entretiens, les interviews. Donc, nous savons bien que les prisonniers les institutions, la société est très, très bonne pour enfermer les gens. Et on sait qu'en prison, il y a une très grande proportion de toxicomanes. S'ils sont là, il faut saisir cette opportunité pour évaluer, identifier leurs troubles. Parce que cela sera très utile par la suite pour traiter l'hépatite C. Pas seulement en Autriche, mais également en France. Le protocole sur la prévention de la torture doit être respecté et si on empêche, si les prisonniers ne sont pas bien traités, c'est équivalent à la torture et la société doit faire en sorte que des traitements standardisés soient mis en place en prison. Il y a un document spécial, ce sont les règles de Nelson Mandela et des traités sur les droits de l'homme qui doivent assurer que les pays traitent correctement les détenus. Il y a de nombreuses publications, notamment de l'OMS, et la société et chaque pays doit faire en sorte que ces traitements soient corrects, par exemple dans les traitements de substitution opiacés. Notre projet s'appelle EBSCAP. Nous avons 2 cohortes. Une, c'est 6 prisons autrichiennes. On a étudié les détenus adultes en traitement méthadone
et les adolescents. Je ne sais pas quelle est la situation en France, mais les prisonniers jeunes de moins de 24 ans doivent avoir une cohorte spéciale pour les jeunes adolescents pour avoir des programmes éducatifs spéciaux. Cette cohorte d'adolescents et de jeunes adultes n'était pas en traitement de maintenance par la méthadone. Quelle était notre procédure standardisée? Chaque personne, il y avait des interviews structurées avec un dépistage spécial et un dépistage VHC pour chacun. Et également, on a étudié leur dossier médical pour avoir des informations sur le traitement qu'ils suivaient. Voici un exemple. Chez les adultes suivant un traitement de substitution opiacée, on a étudié la prévalence du VHC et on a pris un échantillon des mineurs, des adolescents, des jeunes adultes. Il y en avait 71. Je crois que c'est intéressant parce que, bien sûr, on a dû assurer que chacun parlait correctement allemand pour bien comprendre les directives. Et nous avons dû exclure 38 à cause de la barrière linguistique. Donc, dans les prisons, dans la région de Vienne, il y a une grande proportion de personnes qui ne sont pas autrichiennes et qui ne peuvent pas parler la langue. Donc, il fallait que ces personnes puissent parler allemand. Maintenant, en ce qui concerne les adultes, nous avions 21% de femmes d'un âge moyen de 35 ans. Et pour vous donner un exemple, il y avait des traitements à la méthadone, lévométhadone, morphine, buprenorphine, ce qui est tout à fait courant en Autriche. Et si vous voyez les doses moyennes, vous voyez que la morphine à libération lente était de 18%. Mais la moitié des personnes avec des antidépressants, des traitements antipsychotiques, et 85% recevaient des benzodiazépines à des doses très élevées. Et seulement 3 personnes avaient des traitements TDAH parce que les personnes en prison, parce qu'on ne voulait pas rajouter des stimulants au traitement de maintenance par la méthadone. Quelles étaient les comorbidités psychiatriques au moment de l'interview? Voici des groupes de comorbidités. En noir, ce sont les patients adultes et en gris, les adolescents ou les jeunes adultes. Il y a un taux de suicide très élevé ou taux de tendance suicidaire, dépression très importante et des toxicomanies. Et bien sûr, les détenus continuent à utiliser, comme partout, les drogues en prison, ce qui n'est pas surprenant. Et bien sûr, d'autres troubles psychiatriques. Maintenant, j'arrive
aux résultats. Quelle est la prévalence du déficit de l'attention? Hier, nous avons eu un atelier très important, très intéressant avec Maurice Matal sur la prévalence élevée du trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Voici les comorbidités psychiatriques de ce trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité chez les adultes. Et c'est surtout ceux qui ont des troubles liés à la toxicomanie. Très souvent, avant de devenir toxicomane, comme Maurice a dit hier, il est important de les diagnostiquer, mais de les traiter correctement en amont. On sait que chez les toxicomanes, il y a une haute prévalence, une grande prévalence du TDAH. Et ce qui est important avec ce trouble de déficit de l'attention chez les détenus, on en a parlé à Bruxelles il y a 10 ans, les personnes qui travaillent dans les prisons, pas seulement les médecins, mais également les gardiens, très souvent, il y a leur trouble augmente et empire du fait de leur situation. On voit que chez les adultes et les enfants, le trouble du déficit de l'attention, lorsqu'il y a un trouble opiacé, est plus important. Voici les résultats. Chez les troubles de l'attention, chez les adultes et chez les enfants, 50% étaient diagnostiqués et 17% chez les adultes et 45% chez les adolescents et 10% chez les adultes. Ils présentent un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et vous voyez que c'est plus important que dans la population générale. Seuls 3% prennent un traitement contre le déficit chez les adultes. Quelle est l'association? Certains facteurs sont associés au trouble du déficit de l'attention dans l'enfance ou non. Et bien sûr, il y a eu... Et ils ont commencé à prendre très tôt de l'alcool, de l'héroïne, plutôt que chez ceux qui n'avaient pas de trouble de l'attention. Et également, oh, ça saute trop vite là. Et l'utilisation de substances multiples et ils s'injectent des drogues plus tôt s'ils ont des troubles de l'attention dans l'enfance. Quelle est la différence entre les troubles de l'attention et les comorbidités psychiatriques? Vous voyez les chiffres sur les comorbidités. Vous voyez le spectre des troubles. Il y a une augmentation significative des comorbidités psychiatriques chez les détenus souffrant de TDAH et le VCH. Le dépistage du virus de l'hépatite C est très important.
d'après les droits sur les droits de l'homme, chaque détenu qui arrive en prison doit être diagnostiqué quant aux maladies infectieuses, mais très souvent, même on regarde seulement leurs anticorps, mais il n'y a pas de suivi ensuite. Pourquoi est-il important de rechercher le VCH chez les détenus? C'est la poursuite du comportement à risque en prison, partage de seringues, usage de drogue. Il y a un très faible pourcentage de prisons qui assurent un programme d'échange de seringues. Voici l'évaluation standard. On a fait des analyses de sang pour rechercher les anticorps et les infections dont ils souffraient au moment de leur entrée en prison. Voici les chiffres. Les anticorps étaient présents chez 75%. Cependant, et c'est la principale erreur, s'il n'y a pas une étude standardisée, dans beaucoup de prisons, on n'en parlait pas. Dans 45% des prisonniers, les prisonniers étaient positifs au test ARN VHC. Donc, il y a une grande variation selon les populations et les différents génotypes. Ensuite, il y a beaucoup d'éducation probable éducative dans notre cohorte. Les patients sont informés. Et les prisonniers étaient très contents parce que dès que l'étude a commencé, ils ont reçu un programme, un traitement très onéreux. Donc, on demande aux détenus, est-ce que vous savez où vous en êtes en termes d'hépatite C? Et en général, ils sont bien informés, mais on a regardé ici l'estimation de qui pensait être négatif et qui était vraiment négatif. Donc, 80%, mais 20% pensaient que c'était négatif, mais ils étaient positifs. Et dans cette cohorte, on ne savait pas, 50% étaient positifs à l'ARN. Donc, on veut vraiment avoir des données objectives. Voici un cas spécial. Si on traite les prisonniers en prison, cela favorise la population générale. Il faut prendre les tests VCH très sérieusement lors de l'incarcération et il faut tester les détenus régulièrement. S'ils sont VCH positifs, il faut leur donner un traitement correct, quel que soit le prix, parce que s'ils sont en prison et qu'ils ont un traitement de substitution aux opiacés ou un traitement de maintenance par méthadone, ils pourront être très bien suivis. Voici l'article qui a été publié sur les infections dans les milieux carcéraux. Sont épouvantables. Tu peux dire quelque chose? Je vous remercie de votre attention. On va attendre pour les questions. C'est peut-être mieux d'en parler juste après chaque présentation. What's the story of paying for the treatment? Which budget is going to support the treatment? Alors, comment appuyer le traitement? Eh bien, voilà, je pense que c'est une question très, très importante. The health ministry who is providing the service. However, in my Alors, dans mon pays,
Malheureusement, c'est le ministère de la Justice qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que voilà, nous avons beaucoup de problèmes pour faire cette recherche parce que tout le monde est employé par le ministère de la Justice pour faire le contrôle et l'évaluation. Mais après ces recherches, il y a eu beaucoup de discussions avec les prisons parce qu'elles sont en contact avec le ministère de la Justice et elles savent que le traitement du déficit d'attention, eh bien, ils n'ont pas augmenté le budget et en fait, malheureusement, eh bien, ce détenu, en fait, qui a reçu une sentence pour 6 mois, eh bien, il est éligible pour recevoir le traitement. C'est une question de droit humain. Oui, c'est un facteur qui limite, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Tariq. Merci beaucoup de votre intervention. Si le détenu, si le patient est en prison pendant très peu de temps, comment assurer le suivi une fois que le détenu est libéré? Eh bien, la recherche en prison, bien sûr, n'est pas seulement difficile pour les circonstances elles-mêmes, mais c'est difficile aussi parce que, bien sûr, il s'agit de la vie en prison. C'est ça qui rend toute cette tâche difficile. Nous avons réussi à faire beaucoup de recherches sur le fait de faire l'étude dans une période de 6 mois. Parce que j'ai ressenti que si l'on prolongeait cette période trop, eh bien sûr, les circonstances des détenus allaient changer et on ne pourrait pas assurer l'étude. Merci. Oui, j'ai une question. Par rapport au Conseil français du sida et de l'hépatite, le ministère de la Santé a fait une étude l'année dernière et nous avons fait cette étude dans les centres pénitentiaires en France et on a vu quels étaient les patients positifs à l'hépatite C et on a vu que seulement 50% des détenus sont testés à l'hépatite C en France. Cependant, ça, c'est les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que il manque 50%. Et voilà, ces patients qui ont testé positif, eh bien, 80% de ces patients reçoivent un traitement pendant ce temps. C'est-à-dire que pour nous, la grande difficulté, c'est bien sûr de travailler avec les prisons, mais c'était aussi très difficile d'obtenir des chiffres, des statistiques par rapport aux tests, par rapport à l'hépatite C, par rapport aux consultations. Je veux dire que, bien sûr, c'est un challenge, comme vous le dites. Mais en tout cas, comment ça se passe en dehors de cette recherche aussi? Oui, eh bien, je pense que c'est très important d'établir une bonne structure de l'étude parce que avec une bonne structure, vous allez assurer le suivi de chaque détenu. Si vous vous fiez aux statistiques tout simplement, eh bien, ça fluctue et puis les chiffres sont sous-estimés de toute façon. Alors, c'est seulement possible si l'on applique un design, une conception de l'étude bien bonne, avec une bonne structure. Pour nous, pour les patients qui reçoivent un traitement de maintenance aux opioïdes, eh bien, j'ai renforcé la partie qui concernait l'évaluation du déficit de l'attention. Parce que du point de vue économique aussi, c'est très important. Si vous traitez les détenus, non seulement cela va donner davantage de sécurité par rapport à leur impulsivité, mais aussi cela aura des conséquences par rapport à leur criminalité et à leur prise de drogue. Nous avons vu les bénéfices en fait de l'administration d'amphétamines chez les patients d'ADHD, de déficit d'attention. Et en fait, si on analyse les détenus, c'est un renfort positif pour eux parce que, voilà, ils sont considérés comme étant des patients difficiles et impulsifs, mais en fait, si on s'en occupe, ça marche bien. Merci beaucoup. Passer à la présentation suivante, donc consacrée
à la prise en charge de l'hépatite delta en 2021 en France. C'est Tariq Assela de l'APHP, qui est pathologue à l'APHP, qui va nous faire cette présentation pour 15 à 20 minutes. Merci. Merci. Tout d'abord, je remercie Jean-Pierre Delouette pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je trouve ce congrès très riche, avec une grande diversité et beaucoup d'échanges. Donc, je vais vous parler de l'hépatite delta. Donc, je suis aussi très honoré d'être modéré par Gilles et Christian. Et merci à Camille Perrier et à Dominique Rouleau pour l'aide pour le topo. Alors, voici mes liens d'intérêt. Donc, je suis orateur aussi pour Gilead et Guerre, parce que je fais aussi des essais thérapeutiques et je coordonne quelques essais thérapeutiques dans le traitement du delta. Mais j'ai aussi d'autres liens d'intérêt. J'ai été 2 fois champion du monde avec mes compatriotes Zidane, Mbappé. Et puis, c'est vrai que l'année passée, on a été aussi champion d'Afrique avec l'Algérie. Alors, voici les objectifs pédagogiques de cette lecture. Donc, connaître l'épidémiologie de l'hépatite delta en France, savoir dépister une hépatite delta, connaître l'histoire naturelle et conséquences, et comment traiter un patient avec hépatite delta. Et je vais essayer de vous donner des recettes, finalement, simples pour la prise en charge de ces patients. Alors, tout d'abord, l'hépatite delta a été identifiée en 1977 par Mario Rizzetto par immunofluorescence chez des patients qui avaient l'hépatite B. Et donc, c'est un virus qui a besoin du virus B pour contaminer un patient. Donc, c'est un virus défectueux qu'on appelle qui a besoin de l'enveloppe du virus B. Donc, c'est passionnant parce que c'est un double opportuniste. Il a besoin du virus B et il a besoin de la cellule et il utilise l'un et l'autre à son avantage. Et vous voyez que sur le papier original, le professeur Christian Trépeau de Lyon, qui est avec nous, était un des auteurs de ce papier. Vous pourriez lui poser des questions. Alors, vous voyez les virus, le virus de l'hépatite delta, c'est un virus ARN circulaire avec beaucoup de bases CG qui permet un repliement. Et donc, la cellule va le prendre pour un ADN et donc va le transcrire et le répliquer. Et il va utiliser l'enveloppe du virus de l'hépatite B pour être enveloppé. Et du coup, comme il utilise le virus B ou la cellule, c'est très difficile finalement de cibler des enzymes qui sont à lui et pour essayer de le bloquer, d'où une recherche difficile. C'est un virus très petit et qui infecte et qui peut donner des maladies graves. La prévalence du delta dans le monde, vous avez une carte du monde avec environ 240 millions de personnes ayant une hépatite chronique B, et on estime qu'environ il y a 5% des gens qui ont une co-infection par le delta, ce qui fait une estimation de 20 millions de patients co-infectés B-delta. Alors, c'est des estimations, bien entendu, à travers le monde. Il n'y a pas l'accès au dépistage partout, on ne dépiste pas partout, il n'y a pas les tests disponibles. Et donc, il y a une fourchette très large, entre 10 et 60 millions de personnes co-infectées. Peu de données épidémiologiques. Et il y a aussi des bassins où on n'a pas d'explication, où il y a plus de prévalence du delta, en Amazonie, en Afrique subsaharienne, en Europe de l'Est. Et donc, on commence à mieux connaître un peu cette épidémiologie. Les modes de transmission, le B, c'est comme le delta. Il faut qu'il y ait un échange sans sang, une contamination sexuelle, la transmission verticale, mère à l'enfant, pour les enfants qui ne sont pas vaccinés, et puis, bien sûr, le partage de seringues. Et donc, on retrouve ces modes de contamination. L'état des lieux, donc une étude Deltavir qui a été présentée par Dominique Rouleau à l'AFEF. Vous voyez tous les centres qui ont participé. Donc, c'est une très large étude puisque vous avez une cohorte de 1112 patients avec un ARN delta détectable, une sérologie. Et donc, ça permet, cette étude, de faire une cartographie de l'hépatite delta en France. Vous avez une majorité de patients de migrants, 52% d'Afrique subsaharienne, vous avez 20% d'Europe de l'Est, mais vous avez aussi à peu près 20% de Français, autochtones français, qui n'ont pas été vaccinés et qui ont rencontré le B, qui ont rencontré le delta. Donc, il faut penser à cette maladie chez toute personne pour laquelle on a détecté une hépatite B. Vous voyez, l'âge médian était 37 ans, donc des personnes jeunes, 69% d'hommes. Et voici les facteurs de risque. Donc, naissance en pays d'endémie, donc il faut y penser, bien sûr, usage de drogues intraveineuses, iatrogénie parentale, sexuelle. Il y a des comorbidités, bien sûr, il faut toujours interroger pour la consommation d'alcool, qui est synergique pour la gravité, pour la progression vers la cirrhose, comme l'obésité, le tabac, et puis des co-infections virales par l'hépatite C, 24%, le VIH, 19%, et les deux virus, 9%. Donc toujours, quand on voit un patient, essayer d'être complet, de refaire tout patient qui a une maladie, rechercher les autres, donc l'hépatite B, rechercher le C, le VIH, le D.
Alors, on a plusieurs génotypes, et donc ça, c'est surtout Emmanuel Gordien, Le Gall, au Centre national de référence du delta, qui ont permis de faire toutes ces souches. Donc, c'est un peu comme dans l'hépatite C, il y a une variabilité du virus qui fait qu'il va avoir différents génotypes jusqu'au génotype 8. Et ça sera intéressant dans le développement des nouvelles molécules pour voir si ces molécules vont être pangénotypiques, vont être efficaces sur tous les variants. Donc, c'est intéressant de connaître. Et puis, il y a un autre intérêt qui est plus anthropologique, c'est que la virologie, ça permet aussi de suivre les mouvements de population. C'est aussi un sujet intéressant qu'on pourra discuter. Donc, le profil, pour résumer cette étude cohorte Delta-V, vous voyez, il y a 86% sont des migrants, mais il y a quand même une proportion de gens aussi qui sont autochtones. Les co-infections comportent des risques, donc usage de drogue, il y a des co-infections par le VHC, le VIH, et vous avez une progression de la maladie plus fréquente vers la cirrhose. Et là, c'est une étude qui a été faite un peu partout, je crois que c'est aux États-Unis, ont montré que la très grande majorité des patients hépatite B n'avaient jamais eu de test hépatite delta. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les hôpitaux, on oublie de faire le delta. On oublie fréquemment, soit le patient est étiqueté hépatite B, puis on nous est adressé, puis on suit, on ne refait pas le bilan initial, soit on n'y pense pas. Toujours est-il qu'il faut que ce soit systématique. Il faut que ce soit aussi à certaines occasions. Si on a une augmentation des transaminases avec une charge virale B qui est basse ou indétectable, il faut penser qu'il y a une autre cause, le delta. Il faut penser qu'il y a une surinfection et donc y penser fréquemment. L'histoire naturelle. Alors, l'hépatite peut être aiguë si on attrape le delta. On peut avoir des hépatites fulminantes, c'est rare mais ça peut arriver. On peut guérir. Et puis, on peut avoir une maladie chronique avec une évolution, vous voyez, dans toutes les séries, plus grave vers la cirrhose, vers le carcinome hépatocellulaire. Alors, il y a plusieurs études. Vous voyez, donc là, il y a des études qui montrent que le risque était supérieur par rapport aux autres maladies chroniques du foie qu'on connaît, que ce soit l'hépatite C, l'hépatite B seule, et le delta, il y avait plus de patients avec cirrhose. On collecte aussi des données maintenant au niveau européen, international, donc on apprendra de mieux en mieux l'histoire naturelle de l'hépatite delta. Et vous voyez que si on a un ARN détectable, on a plus de risque de décompensation de mortalité. D'où l'idée, mieux avoir le diagnostic de la maladie, mieux comprendre, ça permet de mieux développer les futurs traitements. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut peut-être arrêter la réplication virale D si cette réplication est associée à une sévérité plus importante. Alors, les marqueurs non invasifs n'ont aucun intérêt dans le delta, que ce soit le fibroscan, le fibrotest, les marqueurs sériques. Il y a des très grandes études maintenant qui montrent qu'il y a une très mauvaise corrélation. C'est une première étude positive, mais il y a beaucoup d'études négatives. Et on arrive finalement à l'innovation thérapeutique, les traitements. Alors, donc on a vu, l'hépatite delta, c'est à peu près 20 millions de personnes dans le monde. Il faut le dépister toujours chez une personne qui a l'hépatite B, faire une sérologie delta. C'est une maladie qui est plus grave et qu'il faut prendre en charge. Les traitements, grâce à la révolution, vous avez vu avec l'hépatite C, énormément de molécules disponibles en quelques années, ça entraînait un boost dans la recherche en virologie, en hépatologie, de l'enthousiasme. Là, je vous montre les structures chimiques parce que beaucoup de chimistes, comme Raymond Schinazi, disent on parle d'un traitement si on montre la structure. Et vous voyez, pour le delta, ce qui est très important aussi, c'est qu'apprendre la réplication du virus, ces phases de réplication, de l'entrée du virus dans l'hépatocyte jusqu'à sa réplication et sa sortie, ça permet de connaître chaque étape, et chaque étape peut être une cible pour le développement d'une nouvelle molécule. Donc le virus de l'hépatite delta va rentrer par un récepteur, le NTCP qui a été identifié, qui est le même récepteur que le virus B. Et donc en bloquant l'entrée, c'est le mécanisme de bulivertide et Pludex, on bloque l'infection des nouveaux hépatocytes. Ensuite, il faut que les hépatocytes qui étaient déjà infectés soient éliminés. Vous avez les traitements qu'on appelle antiviraux directs, donc le bulivertide, mais vous avez les antiviraux indirects qui aident le système immunitaire comme l'interféron lambda. Vous avez aussi des inhibiteurs de la farnésylation, le lonafarnib, qui est en développement, qui est en phase 3. Et c'est très intéressant parce que ce médicament a une AMM pour une maladie qui est rare, qui est la progeria, qui sont des enfants qui naissent et qui vieillissent prématurément et qui ont un défaut au niveau de la membrane basale qui est mal repliée. Et ce médicament permet la stabilité de la membrane basale. Donc c'est un médicament, le lonafarnib, qui a une indication pour une maladie rare. Ça représente peu d'enfants dans le monde, mais c'est une autre indication dans le delta. Et puis des inhibiteurs pour le relargage du virus, qui sont les NAPS, mais qui sont en développement plus précoce. Donc il y a de la recherche, et cette recherche est une occasion finalement de parler de l'hépatite delta, de dépister plus, de prendre en charge des malades et de leur proposer des prises en charge thérapeutiques. C'est vrai, on en parlait avec Gilles, dépister pour rien proposer, c'est vrai que c'est un peu plus difficile.
Vous voyez l'interféron P qui a été utilisé très longtemps, qui est dans toutes les guidelines et recommandations européennes, américaines, mais qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, mais qui est utilisé. Et la difficulté, ce qu'on a appris récemment, c'est qu'il y avait 20% de répondeurs qui avaient un ARN indétectable, mais quand on les suivait, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on trouvait qu'il y avait des rechutes tardives. Et donc, pour le delta, il ne faut pas parler, comme dans l'hépatite C, de réponse virologique prolongée ou de guérison. Il faut suivre ces patients 3 ans, 4 ans, 5 ans après par une PCR delta. Il y a des rechutes tardives fréquentes. Donc, le delta, ne jamais parler de guérison, on parle de guérison uniquement si on a la perte de l'antigène HBS, la séroconversion, puisque le virus delta a besoin du B, qui est obtenu assez rarement. Donc, qui traiter par Epludex? Donc, il y a une autorisation de mise sur le marché européenne conditionnelle. Donc, vous pouvez traiter vos patients. En général, on se sert de la réunion de concertation pluridisciplinaire, comme on faisait pour l'hépatite C. C'est pour toute maladie chronique delta, avec des patients adultes, avec cirrhose compensée. On n'a pas encore la donnée pour les cirrhoses décompensées, avec un ARN détectable. Et on privilégie, bien sûr, les patients F2, F3, F4, qui ont une fibrose plus avancée, qui sont à risque de décompenser et de faire un cancer. Comment on fait le bilan initial? Donc, la première ordonnance, on fait toujours en virologie un point initial pour avoir la charge virale initiale du delta, ne pas oublier le B, la sérologie VIH, évaluer la fibrose, et en cas de cirrhose, faire une échographie pour le dépistage du cancer du foie, une endoscopie pour les varices œsophagiennes. Comment traiter? Epludex, c'est 2 mg sous-cutané, une fois par jour. Il y a besoin d'éducation thérapeutique, de programmes de soutien. La première fois, on fait avec le patient, mais après, le patient peut très bien le faire lui-même. Et puis, c'est des traitements qui soient envisagés soit en traitement de maintenance, comme pour le B, on bloque la réplication, c'est bien toléré, soit en traitement associé à l'interféron pégylé, comme combinaison, dans le but d'avoir un traitement qui va supprimer l'antigène HBS. Et souvent, on dit, vous savez que le delta bloque la réplication du B, si on bloque le delta, il y a un risque de réactivation du B. Il est préférable de protéger les patients en mettant un analogue entecavir ou tenofovir, comme vous le souhaitez. Comment surveiller? Donc, c'est la virologie, l'efficacité et les transaminases. Une normalisation des transaminases témoigne de la diminution de l'inflammation. La charge virale delta qui doit devenir indétectable, mais on considère que s'il y a une diminution, une cinétique favorable, une diminution de plus de 2 log à 24 semaines, c'est un argument positif. Et puis la perte de l'antigène HBS. En cas de cirrhose, ne pas oublier l'échographie abdominale tous les 6 mois. Et puis la tolérance, on mesure les acides biliaires, parce que le NTCP, c'est un récepteur biliaire, mais c'est vrai que cette élévation des acides biliaires n'est pas accompagnée de prurite. Donc ça, c'est connu. Il n'y a pas de prurite comme effet secondaire pour ces patients. Il y a des petites réactions au point d'injection, mais globalement, dans les patients qu'on a traités, la tolérance était favorable. Résumé pour le bulivertide, la monothérapie avec bulivertide est bien tolérée. On peut faire une combinaison interféron PEG bulivertide. C'est une bonne observance chez les patients. Et on a besoin d'études complémentaires pour connaître la durée exacte et les résultats à long terme. Est-ce qu'on va avoir la régression de la cirrhose, pas de cancer, pas d'événement? Donc un algorithme. J'aime bien les algorithmes. Tout patient hépatite B, tout patient antigène HBS, dépistage de l'infection VHD. Il faut faire des anticorps anti-VHD. Actuellement, les kits commerciaux d'anticorps sont une très bonne sensibilité et spécificité. Si c'est négatif, il n'y a pas d'hépatite delta. Si c'est positif, il faut faire la charge virale delta, la PCR. Et là, la PCR, il faut avoir un laboratoire de référence parce qu'il y a quelques PCR maison qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Donc, il faut savoir répéter une PCR. Si c'est négatif, il ne faut pas dire que le patient a rencontré le delta et a guéri parce qu'on a des fluctuations. Donc, il faut la renouveler quand même une fois par an. Si c'est positif, à ce moment-là, faire le bilan de la fibrose, pour la cirrhose, l'échographie, et puis faire un traitement par bulivertide et ou interféron pégylé. Donc, toutes mes diapositives sont à votre disposition, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Finalement, on a fait une petite recommandation avec Mario Rizzetto, Anna Locke, Franco Negro et Patricia Farci pour quel est le futur, quels seront les besoins pour les futurs traitements de l'hépatite delta, en proposant finalement quelles seraient les stratégies à développer, les objectifs principaux des futurs traitements, qu'est-ce qu'on devra démontrer. Donc, bien sûr, la diminution du cancer, la diminution des inscriptions en transplantation, et donc des objectifs à long terme qui seront reconnus. Finalement, pour respecter mon temps, les points forts, tout patient hépatite B, dépister le delta, sérologie delta, et savoir la renouveler s'il y a des facteurs de risque. S'il y a un usage de drogue active, s'il y a des relations sexuelles multiples, s'il y a donc y penser.
L'hépatite delta se complique souvent de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Il est recommandé de dépister le CHC quand on fait avec tout patient qui a une cirrhose, une échographie abdominale tous les 6 mois. Le traitement historique repose sur l'interféron pégylé, qui a toujours une place, une fois par semaine, 180 microgrammes, Pegasis, comme pour l'hépatite B ou avant l'hépatite C. Un nouveau traitement a reçu la MME-Cludex. Le dossier va être présenté aussi à la FDA pour avoir l'autorisation aux États-Unis. Tout patient avec hépatite D avec réplication active, pas les cirrhoses décompensées, parce qu'il n'y a pas encore les données, à la dose de 2 mg une fois par jour par injection sous-cutanée. Et on poursuit le traitement tant qu'il y a un bénéfice. La vaccination du virus B est le meilleur traitement préventif du B et du D. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On a le temps pour plus de questions. Peut-être tu peux rester au micro. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Christian? Oui. J'avais une question. Merci Tariq pour cette super représentation. Juste pour revenir dans de la dicto, les Italiens, il y a 20-30 ans, avec leur épidémie d'hépatite delta dans le sud de l'Italie, où les usagers de drogue étaient particulièrement contaminés, avaient fait le choix de clusteriser et d'abandonner ces patients-là. Je pense que, et on a vu s'éteindre l'épidémie d'hépatite delta chez les usagers de drogue. Je pense que tu nous as fait la démonstration qu'il fallait pas refaire la même chose et qu'il fallait s'en occuper. Pour autant, pour aller au plus proche des usagers, j'ai une remarque. Du côté épidémio, dans la carte que tu nous as présentée, l'Alaska, où on sait qu'il y a beaucoup d'hépatite B, donc probablement de la delta, il n'y a pas de données. Or, pourtant, c'est un département américain. Comment un État peut-il abandonner ces malades delta? Et en France, je pense aux travaux d'Éric Saillard, notre collègue des Drom-Tom et de la Guadeloupe, où il y a 3 fois plus d'hépatite B en Guadeloupe. Comment on va faire pour aller au plus près de ces patients-là, donc dans les Drom-Tom, a priori en France, où il y a le plus de B? Merci Pascal pour ces bonnes questions. Ça me permet aussi donc d'approfondir et d'apporter des informations. Et donc, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas une corrélation parfaite. Et je parle sous contrôle de Christian Trépeau entre la prévalence du B et du delta. Il y a des régions où tu peux avoir du B, un peu moins de delta, et d'autres régions où tu as plus de delta. Par exemple, au Cameroun, tu peux avoir 10% jusqu'à 10%. Et puis, il faut être un tout petit peu prudent par rapport aux régions. C'est-à-dire, par exemple, en Chine, on a dit qu'il n'y avait pas de delta, mais c'était certaines parties de la Chine et d'autres parties où tu en as énormément. Et en Sibérie, où tu as raison, en Alaska, où il y avait énormément d'hépatite B chez les Esquimaux. Alors, est-ce que les données n'ont pas encore été faites? Est-ce que le dépistage du delta n'a pas été fait? Tout ça. Donc ça, c'est pour dire avec toi, il faut être faire beaucoup de diagnostics, de dépistage, être prudent et aller. Alors pour aller au plus proche aussi des usagers de drogue et tout ça, comment faire? Alors actuellement, on a le remboursement pour le TROD antigène HBS. Et donc si un patient a un antigène HBS positif en TROD, il va pouvoir déclencher une prise en charge pour hépatite B. Et là, sur la prise de sang complémentaire, il va chercher la réplication du B, tu peux faire la recherche du delta. Donc on pourra, à l'aide des TROD et des nouvelles recommandations, rechercher le delta. Actuellement, il y a aussi Stéphane Urban à Heidelberg qui développe un TROD pour le delta, mais c'est encore prématuré. Et donc, il a des études de TROD B-delta où on voit aussi le delta. Alors, c'est un point très important parce qu'il n'y a pas de règle pour l'épidémiologie du delta. Par exemple, en Amazonie, où il y en a beaucoup, à des petits villages de 10 km d'écart, il y en a qui sont très positifs et d'autres pas. Par exemple, la Mauritanie se retrouve avec un taux de delta de 40% et au Mali, c'est beaucoup moins, etc., etc. Donc, il nous manque vraiment le fil conducteur de l'épidémiologie delta. Elle ne répond pas au mouvement classique de population. Et du coup, pour les toxicomanes, c'est individualisé. Donc, la stratégie de Tariq est la bonne. Alors, autre question, comme c'est très grave, il faut savoir que 50% des deltas qui vont avoir une cirrhose dans les quelques années et ils vont tous faire un cancer. Quand on va dans ces pays à haute prévalence, les services sont pleins de cancers à 40 ans. Donc, je crois qu'avec ce bulévirtide, il faut l'utiliser dès, comme tu l'as évoqué, mais je crois que ça doit être une règle. On peut traiter, c'est coupable d'abandonner ces malades qui sont effectivement abandonnés. L'OMS n'a jamais écrit quelque chose sur le delta. On va rédiger les recommandations européennes pour la prise en charge du delta, mais je suis complètement d'accord avec Christian de dire qu'un patient maintenant qui n'a pas accès au traitement, c'est une perte de chance. Un peu comme on a eu les antiviraux directs pour l'hépatite C au début avec des restrictions, et les gens vont dire non, il faut traiter nos patients. Merci Tariq. Maintenant, nous avons le plaisir d'appeler Pascal Melin, qui est un militant de toujours, et un fidèle d'ATHS.
Donc, Pascal, c'est à toi. Il est au plus près des malades, on va dire. Hein. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à Jean-Pierre et à Archives de m'avoir permis d'être là encore avec vous cette année. Très content de voir des têtes sans masque et de voir que malgré des virus qui nous embêtent, on peut venir causer de virus et se retrouver, et ça fait énormément plaisir, bien sûr. Jean-Pierre a la gentillesse de m'inviter pour essayer à chaque fois de mettre un pied de côté, de faire autrement, de parler autrement des hépatites. Je vais essayer de reprendre le challenge cette année, de vous parler d'une tentative de dépistage différente par les pairs. Il y a 2 ans, j'étais venu vous parler de la pêche à la mouche, puisque vous vous souvenez qu'en 2025, on doit avoir éradiqué l'hépatite C. C'est ce qu'est l'objectif politique que s'est fixé la France. Au niveau mondial, on a mis 2030, mais nous, les Français, on dit toujours non, on va y arriver plus vite. On dit 2025. Et puis, il y a certains qui commencent à dire « Oh ouais, mais attendez, il va y avoir les Jeux Olympiques, ça va être compliqué. » Puis, on a pris du retard avec le Covid. Moi, je dis non, on va y arriver. 2025, on va y arriver. Donc, on avait dit la pêche à la mouche, c'était aller au plus près des patients, c'était aller chercher le patient. Et c'est ce que vous avez tous fait. Et je vais vous proposer d'aller encore un cran plus loin. Alors, juste une diapo pour rappeler les choses. L'hépatite C au monde, c'est 70 millions de personnes infectées, c'est 20% seulement de diagnostiqués et c'est 1,5% de patients traités. C'est une goutte d'eau. On vient il y a quelques années, pour la première fois, de passer l'équilibre. On guérit plus de 5 millions de personnes par an, alors qu'on a 5 millions de nouvelles contaminations dans le monde. Donc, on est en train, enfin, de pouvoir faire baisser cette épidémie. Donc, c'est bien une maladie de pauvres qu'il vaut mieux avoir dans un pays riche aujourd'hui. L'épidémio, alors ça, c'est vraiment, probablement, c'est une diapo qu'a présentée Stanislas Paul, qui est pour moi importante. Vous voyez qu'en 2017, les choses ont changé avec l'accès universel et qu'on a vu l'épidémie baisser en population standard. Combien il reste d'hépatite C? On n'est pas foutu de le dire aujourd'hui en France correctement, on fait des estimations. On a probablement passé la barre, on est en dessous de la barre des 100 000, on est probablement vers la barre des 60 000. Juste, j'aime bien la barre des 60 000 parce que ça veut dire qu'il y aurait une personne sur 1000 en France qui serait atteinte d'hépatite C. Et ça, c'est un chiffre qui me parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en population générale, il faudrait qu'on fasse 1000 tests pour en trouver un. Et pourtant, il y a des populations réservoirs, et on les a nommées. Ces populations réservoirs, c'est les migrants, c'est les patients VIH, c'est les prisonniers, et c'est les usagers de drogue. Vous voyez, dans les courbes qu'on a mis volontairement en dessous, on voit que chez les patients VIH, il nous a fallu 10 ans, mais on les connaissait, les co-infectés VIH-VHC. Mais ça y est, on va réussir à avoir traité toutes les hépatites C de nos co-infectés. Les prisonniers, on en a déjà parlé, c'est un boulot qui continue d'être fait, qui reste à faire, qui est compliqué, mais c'est une épidémie qui tout doucement baisse. Et vous voyez que la courbe jaune, les migrants, ça reste compliqué parce qu'en fonction des pays d'immigration, on a plus ou moins d'hépatite C et on récupère l'épidémie des pays d'origine, bien sûr. Et puis il y a nos usagers de drogue, cette courbe bleue. Vous voyez qu'on a baissé et qu'on a du mal à faire stagner. On a guéri et probablement que c'est le réservoir qui nous restera demain. Quand on demande au ministre de la Santé, nous à SOS Hépatite, l'éradication, c'est pas amener à zéro, c'est à un moment arrêter, c'est réduire. Vous acceptez d'arrêter à combien? Combien vous accepterez qu'il reste de patients? On arrêtera à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 40 000. Et c'est probablement à partir des usagers de drogue qu'éventuellement ce cluster pourrait faire renaître l'épidémie, remettre le feu aux poudres. Donc c'est important, quoi qu'on fasse dans l'accès aux soins des usagers de drogue, de maintenir coûte que coûte une RDR puissante, forte et efficace pour éviter que cette épidémie reparte chez les usagers de drogue. Les traitements, ils sont là. Donc oui, on a la paire gagnante. La paire gagnante, on l'a dans les mains, bien sûr. C'est soit 3 comprimés pendant 8 semaines, soit 1 comprimé pendant 12 semaines. On l'a tous, ça, c'est acquis. On a aussi le brelan. Le brelan, aujourd'hui, on l'a, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des TROD, c'est de pouvoir faire du GeneXpert avec des charges virales en moins d'1 heure pour prouver que les patients sont bien virémiques, et c'est le FibroScan. Donc vous allez me dire, on a le carré gagnant, il suffit d'ajouter le traitement. Vous avez le carré, effectivement, vous avez ces 3 outils et vous avez un traitement efficace. Donc là, on peut aujourd'hui, en moins d'1 heure, faire un TROD, faire un FibroScan, faire un GeneXpert et vous repartez avec une ordonnance de traitement. Mais alors, comment on pourrait faire une canne flush? Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas suffisant, il faut encore faire mieux. Ben voilà la proposition. Pardon. Oups, on peut reculer. Excusez-moi. Encore une diapo.
en arrière, voilà. On va pouvoir faire du hors les murs. Tout le monde a compris qu'avec ces outils-là, il fallait aller au-devant des patients. C'est le discours que j'ai porté il y a 2 ans et c'est ce que tout le monde a fait. On dit, allez, on va médicaliser, c'est un boulot de soignant, on va emmener des équipes. Là, j'ai pris... il y en a plein et je vous les citerai après. C'était le travail de Dominique Larrey, c'est-à-dire on prend un bus, on met une infirmière, on met un médecin et on y va. On va au plus près des usagers et on va faire du dépistage. Et là, on trouve effectivement dans des endroits reculés, on trouve des patients qui étaient en dehors du soin et on va pouvoir voir qu'on va trouver des usagers de drogue, qu'on va pouvoir trouver des gens qui avaient des consommations d'alcool, qui vont être sous substitution et on va les amener aux soins avec des résultats hyper intéressants. Mais ça, c'est en médicalisant. Même constat, André-Jean Rémy l'a fait à Perpignan, on médicalise, on met une équipe, on fait de l'aller vert, on fait un bus de dépistage, on l'a fait à Montpellier, on l'a fait, Denis Ouzan l'a fait à Nice, des collègues l'ont fait en Australie. Le point commun de toutes ces actions, c'est ambulatoire, médicalisé et c'est salarié. Donc ça a un coût et on doit venir aujourd'hui nous demander, oui, mais alors ça coûte combien de dépister un patient et de le guérir? Oui, ça coûte cher, mais on vous parle d'éradication, de faire disparaître une maladie. Moins il y aura de malades, plus il faudra mettre d'argent pour aller chercher les derniers malades. Ça marche, mais à mon avis, on peut encore faire mieux et on doit finir ce job de l'éradication pour 2025. Alors, je vous propose d'aller voir tout à l'heure le poster d'Hélène Donadieu, qui est le poster numéro 34, et de vous arrêter sur cette publication qu'elle va faire et ce qui a été présenté à la FEF. C'est Icône. C'est une intervention à base communautaire permettant d'améliorer le dépistage et la mise en traitement de l'hépatite C chez des usagers de drogue actifs avec une stratégie d'utilisation de type RDS, je vais revenir dessus, pour éliminer le virus. Alors, la population qu'elle a choisie, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est 75% de sans domicile fixe et 52% d'alcoolodépendants. Ça, c'est la branche dure de nos usagers de drogue qui seront le réservoir de demain, qui sont les plus difficiles à traiter et à guérir. On a fait ce qui était le plus facile, ce qu'il y a devant nous maintenant, c'est le plus difficile. Et quand on regarde cette technique, elle a permis d'inclure 554 inclusions en 11 semaines. Ils se sont arrêtés, victimes de leur succès. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Respondent Drive-in Sampling, c'est simplement quelque chose qu'on connaît très bien en addicto, c'est qu'on va payer des gens pour amener aux soins. Et c'est ça qu'Hélène a fait. C'est ça qui a fait tousser les hépatologues en France, parce qu'on n'est pas en hépatologie dans cette mouvance-là, même si nous, on l'a déjà entendu en addictologie. C'est de dire aux 15 premiers patients qui sont à gauche, qui sont ce qu'on appelle les patients graines, on vous donne de l'argent si vous venez vous faire dépister et on vous donne 3 coupons pour aller redonner à des patients que vous connaissez, qui sont en dehors du soin et qui eux-mêmes toucheront 50 € s'ils reviennent se faire dépister, etc. Et on redonne 3 coupons, etc. Et ça fait boule de neige. Ce que nos amis belges ont déjà expérimenté depuis longtemps en addicto, c'est ces expériences de boule de neige et ça fonctionne. C'est ça que nous a présenté Hélène Donadieu et c'est ça qui nous fait tousser, mais c'est le prix à payer pour finir cette éradication. Donc, une indemnisation financière. Et vous voyez qu'il y a des patients, le numéro 15, il n'a jamais donné ses coupons. Et puis, il y en a d'autres qui ont énormément donné de coupons. Donc, je veux dire, l'équipe qui est à la base de ça, elle a aussi une responsabilité on va miser sur comment on va pouvoir, au sein d'une communauté, donc là, on est bien dans un territoire donné, on va pouvoir miser sur le patient. Donc ça, c'est à mon avis une expérience communautaire qui est hyper intéressante pour obtenir cette éradication. Et vous voyez que ce n'est pas des news, c'est connu cette technique-là depuis 1996. Le résultat, il est spectaculaire. Donc je vous rappelle, 75% de SDF, elle est arrivée à 49%, 49 patients qui étaient virémiques, 7 étaient sans droit, il y a eu 4 refus, 1 décès. La mise en traitement pour 37 patients, traitement complet pour 61 patients. Et il y a un patient qui a été perdu de vue, mais il y en a un qui n'a pas fini son traitement, mais on est à 55% de guérison. C'est énorme, 55% de guérison. Et on peut imaginer que même le perdu de vue est peut-être guéri, puisqu'il a peut-être eu un traitement suffisant pour guérir. Donc l'étude Icône, elle nous montre que c'est possible. Et puis, je voudrais vous parler d'une autre étude dont on est très fier à SOS Hépatite, c'est le road trip. C'est la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est des militants. Alors là, on n'est plus du tout dans quelque chose de salarié, on est sur des militants bénévoles, des ex-usagers pour certains, qui disent nous on est guéris aujourd'hui, mais on a envie de faire partager ça aux copains, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les structures addicto et qui sont en dehors du soin de l'hépatite, peut-être dans un soin addicto, donc on va y aller. Donc c'est des militants qui s'équipent, qui se forment au TROD, au GèneXpert, au Fibroscan, et qui vont pendant 15 jours se balader en Bourgogne et se déposer dans chaque structure et venir dire on est là,
causer dans la salle d'attente avec ce punk à chien que l'équipe essaye de cadrer sur la méthadone, mais qu'on a oublié de dépister de l'hépatite C de temps en temps. Et on s'aperçoit avec ce mec-là, en 2 heures de temps, il va pouvoir repartir avec sa prescription. Et l'équipe va se retrouver à dire « Ouais, mais attendez, il y a des problèmes sociaux, nous, on n'était pas… » Ça fait rien, on essaye le traitement. Parce que nous, on est guéris, on est des ex-usagers et on veut faire partager ça. Donc, c'est quelque chose qui a lieu depuis 2 ans et dont le dernier road trip s'est fini la semaine dernière. Donc, je ne vous donnerai pas les résultats du dernier road trip, mais je vais essayer de vous montrer très rapidement les résultats qu'on a eus sur les 3 premiers road trips et qui est donc toujours sérologie, les TROD, les buvards quand on a des couacs et puis le point of care. Voilà les résultats de ces 3 road trips. 317 usagers ont été testés, 2 tiers d'hommes, Carude, Xapa ou microstructure. Donc 317 TROD VHC. Je dis tout de suite, ils ont tous eu un TROD VIH. On n'a trouvé aucun patient VIH. Donc on a vraiment validé, conceptualisé très fort dans nos trips que le contrôle de l'épidémie VIH, elle est faite dans les Xapa Carude. Donc c'est possible. 285 TROD VHC négatifs. Donc là, on repart sur un discours de réduction des risques. Comment ne pas se contaminer? 32 TROD VHC positifs. Et là, on propose aux patients de venir au Gène Expert. Et bien, on en a 3 qui ont refusé, qui ont eu peur, qui ne veulent pas savoir ou qui n'ont pas le temps parce qu'ils repartent, ils ont des rendez-vous, etc. Il y en a 6 qui sont ARN négatifs, qui sont guéris spontanément. Je reviendrai dessus. Et il y en a 23 qui ont un ARN positif et qui sont au fibroscan inférieur à F2. Donc ces 23 patients-là sont repartis en 2 heures de temps avec une proposition thérapeutique. Je vous dis juste que ces 23 patients-là, ça fait 8,2%. Et ce que je trouve passionnant, c'est que nous, avec des militants, on tombe dans une population d'usagers en Xapa sur 8% de gens virémiques, or que Hélène Donadieu nous a présenté dans sa structure qu'elle avait 8% de patients virémiques aussi dans son étude. Et en population aujourd'hui, on est sur un 1 sur 1000. Et là, nous, on arrive à du 8%. Donc, on est bien dans de la pêche à la mouche, on va chercher les patients les plus compliqués. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a en bas, c'est ces patients avec des sérologies VHC positives, des traitements terminés. Et quand on refait un Gène Expert, on leur dit on va voir où vous en êtes avec votre guérison. On retrouve un patient qui était en échec de traitement. On retrouve des recontaminations et on confirme 16 patients guéris. Alors, comment faire une canne flush royale? Ben voilà, à mon avis, la réponse, elle est là. C'est la combinaison idéale de l'éradication, c'est les outils, on les a, les traitements, on les a. Il faut remettre les pairs dans la bataille. On a besoin des usagers pour aller chercher les derniers usagers. Quelle que soit la structure que vous trouverez, qu'elle soit associative, qu'elle soit financière, comme on a pu nous le proposer là pour Montpellier, il faut qu'on invente. On ne peut pas s'arrêter là. On a vu que les populations réservoirs, il y avait la psychiatrie. Il va falloir en reposer. Il y a les prisons, il faudra en reparler. Il y a les migrants. Que peuvent apporter les pairs? Sûrement, ils peuvent apporter énormément de choses pour ces différents réservoirs. Et c'est ce qu'on reprendra demain dans le débat qu'on aura en atelier. Alors, que nous disent les pairs? Et c'est là où je vais élargir un tout petit peu le débat. Et c'est là, je pense, qu'on m'attend à la THS. On veut rester guéri. Ça, c'est un message qui me fait du bien d'entendre. Parce que l'usager de drogue, on dit, ouais, il va se recontaminer. C'est ce qu'on entend tout le temps. La recontamination, elle est faible. Elle est à moins de 2%, probablement même à moins de 1%. Mais les patients lui disent, on veut rester guéri. Entre une guérison virologique et une guérison hépatologique. C'est là que c'est compliqué. On a vu dans le road trip des patients qui sont venus retester qu'ils n'avaient toujours pas de virus, mais depuis qu'on leur a dit qu'ils n'avaient plus de virus, ils ont lâché sur l'alcool. Et ce patient qui n'avait pas beaucoup de fibrose, il est en train de fibroser parce qu'il lâche sur l'alcool. Et ce que l'hépatite C n'a pas fait, c'est l'alcool qui est en train de lui amener sa cirrhose. Donc, en termes de réduction des risques, on doit apprendre à faire des réductions des risques alcool maintenant chez ces patients. Donc, oui, tu es guéri virologiquement, mais le fibroscan, il montre que tu t'es aggravé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris du poids, tu as pris de l'alcool, tu as pris d'autres produits. Donc, vérifier les contrôles de guérison et contrôler la fibrose, à mon avis, c'est les objectifs secondaires qu'on aura après 2025. Donc, vers un nouveau concept, c'est celui-là, le road trip par les pairs, un formidable outil de dépistage, mais un puissant dispositif de contrôle des guérisons. Je pense qu'il va falloir que maintenant, notre job futur, c'est de guérir les gens, mais de maintenir la pression pour que les gens restent guéris. Et le fibroscan qui peut être un dépistage secondaire de la consommation d'alcool. Tout reste à inventer en RDR. On est en pleine évolution dans le VHC, bien sûr. Et puis la réflexion, le pair n'est pas obligatoirement un patient expert, c'est autre chose. C'est une rencontre ponctuelle, à un moment dans sa vie, des gens qui se croisent, qui échangent et qui disent « si je l'ai fait, tu peux le faire ». À mon avis, tu as une chance. Voilà, c'est des choses, c'est des moments magiques qui peuvent se passer comme ça. Et c'est des liens forts avec des soignants. Le road trip n'a jamais dit « on va faire la place des soignants ». Non, on va chercher les soignants.
Moi, on est venu me chercher pour donner un coup de main sur le road trip. On est allé chercher des gens comme Solange Bresson. On est allé chercher des médecins addictos qui étaient dans la structure pour faire les ordonnances, pour donner un coup de main, etc. Donc, c'est pas faire sans les soignants, c'est faire avec eux et aller chercher les gens qui sont là. Et puis, c'est une confiance qui est bien sûr différente. Et puis, 2025, c'est dans 2 ATHS. C'est bientôt, quoi. Alors, est-ce que dans 2 ATHS, on viendra dire on a gagné, l'éradication, on l'a faite? Combien on acceptera qu'il reste de patients en France? Le background qu'on aura, c'est 20 000 patients, je ne sais pas, on ne veut pas nous répondre. Il faut que les épidémiologistes prononcent sur à combien on arrêtera les moyens. Mais en tout cas, il faut continuer de mettre de l'argent, continuer de mettre de l'énergie pour arriver à obtenir cette éradication. Car soigner l'hépatite C en 2021, c'est faire le pari des pairs pour remporter 36 fois la mise. Je vous remercie. C'est bien ce que je disais, tu es en avance de 2 coups et même comme la France est en avance de 5 ans, c'est un gros challenge. Alors on t'attend. Des questions pour... Oui, Laurent. Bonjour, Laurent Catan, Paris. Merci Pascal pour ce topo. J'ai une réflexion, une question. Donc encore merci pour ce topo, mais ça me déprime. Ma réflexion est autour de la dépression. Arrêtez ton traitement. J'ai arrêté mon traitement et je voudrais savoir si tu partages ma dépression. Je pense que le traitement de l'hépatite C, c'est la révolution de ce siècle, médicalement. Enfin, est-ce qu'on a eu une autre maladie dans laquelle il y a eu une révolution thérapeutique comme l'hépatite C? Il n'y en a pas. Non. On en est encore, en 2021, à se dire qu'il faut dépister et qu'il faut traiter. Je trouve ça très déprimant, mais a priori, acceptons ça. Est-ce qu'on a une part de responsabilité? Est-ce que vous, les hépatologues, vous avez une part de responsabilité? Et là, je vais aller dans le côté où je vais guérir ma dépression en étant un peu plus véhément. Est-ce que de confondre le dépistage et le suivi de la fibrose avec le traitement de l'hépatite C dans les recommandations, à savoir, si on doit traiter une hépatite C virologique, il faut éliminer les comorbidités, sinon on ne peut pas les traiter, nous, et c'est aux hépatologues de les traiter. Est-ce que ce n'est pas le problème aujourd'hui du fait qu'on n'arrive pas à éradiquer le virus? Parlons des maladies du foie après. Si aujourd'hui on fait un ARN et qu'on traite, mais les médecins vont se mettre à dépister. Si on leur dit, d'un autre côté, vous devez évaluer si votre patient a des comorbidités, et s'il a des comorbidités, ce qui est le cas de tous nos patients, qu'ils soient nos patients addicts ou nos patients en médecine générale qui ont plus de 50 ans, qui ont un traitement, ils ont tous un peu de diabète, un peu de cholestérol, ils sont un peu gros, ils picolent. Tant qu'on n'aura pas réglé l'histoire de on fait un ARN, on traite et après on regarde la fibrose, à mon avis, dans 2 ans, on fera les mêmes topos. Voilà. Tout patient doit être traité jusqu'à preuve du contraire. On ne discute pas, on traite et on réfléchit après. Voilà, ça c'est des grandes décisions. Bon, je crois qu'on avance. On a un petit battement là parce qu'on essaie de se connecter avec Don Desjarlais aux USA. Et comme toujours, la technique se fait désirer. Alors, j'en profite puisqu'on est aux USA pour appeler votre attention sur Mary-Jean Krieg. Vous voyez cette très, très belle photo qui a capté son expression psychologique. C'est vraiment tout à fait ceux qui l'ont croisée, connue. Et pour dire, Mary-Jean, c'est la pionnière de la méthadone dans le monde, hein, à Rockefeller University. C'est la seule femme qui est full member de Rockefeller University, d'ailleurs. Et elle nous a quittés. C'était une militante incroyable. Voilà, elle a gardé son punch tout le temps. Donc, Don Desjarlais, quelqu'un de chez elle. Moi, je suis passé chez elle et vraiment, c'est d'une battante. Donc, j'espère que Don Desjarlais, qui est un grand militant que vous connaissez de réputation ou de sa présence parce qu'il est souvent venu ici. Et il a un bon topo, mais je ne sais pas si on pourra vous le présenter. La régie, on peut en profiter pour évoquer certains aspects. Oui, je voudrais rebondir sur ce que nous a dit Laurent Catan. Je crois que je suis complètement d'accord. C'est test and treat, dépister pour guérir et éliminer l'hépatite. Et c'est vrai que complexifier un peu les choses, c'est des barrières pour le traitement.
Et je suis complètement d'accord de dire que la médecine générale prend très bien en charge l'obésité, le diabète, l'alcool, et que finalement certaines recommandations sont un peu complexes. Et je passe la parole à Pascal qui va aussi dire un mot. Dans les freins, j'étais dans les recommandations de la FEF, moi j'étais en colère après les copains hépatos, et je vais vous dire, comme je l'ai dit à certains hépatologues, au moment où vous lâchez, vous dites ça peut être traité en médecine générale, ça vous permettra dans quelques années de dire c'est notre faute, c'est les médecins qui n'ont pas fini le boulot. Quand c'était compliqué au début, les hépatologues s'y sont mis, puis pour tenir le job, et cette dichotomie-là, on peut pas en faire, on peut pas l'accepter. C'est pas aux médecins généralistes de finir le boulot des hépatologues. Il faut vraiment réécrire l'histoire et dire que on l'a fait ensemble. Les médecins ont permis de dépister et d'adresser aux soins aux spécialistes. Aujourd'hui, on leur permet de pouvoir traiter eux-mêmes, mais il faut vraiment réécrire cette histoire-là correctement pour pas que le médecin ait le sentiment qu'on ait abandonné l'hépatite C à sa charge en lui disant « débrouillez-vous ». Mais les psychiatres ont la même réponse, hein. Maintenant, on nous dit que nous, psychiatres, on peut traiter tellement c'est simple. Mais moi, j'ai pas envie, quoi. Je l'ai pas fait, je sais pas faire. On dit, mais c'est simple, tu prescris, voilà. Et on voit bien que il y a encore des freins à lever. Et si je reprends le frein de la psychiatrie, c'est aussi, par exemple, le frein de sortir des budgets des pharmacies hospitalières, l'accès au traitement. On a la possibilité pour des patients compliqués, les mettre dans des post-cures pendant 3 mois pour qu'ils puissent être traités. Moi, je l'ai fait avec des patients compliqués et les copains de la post-cure m'ont dit, écoute, tu l'as fait 2 fois, t'arrêtes parce qu'on a bouffé le budget de la pharmacie. On peut plus, quoi. Donc, il est temps et c'est pas de l'argent à trouver, c'est juste écrire dans la loi, dans les structures, qu'on va sortir le traitement d'hépatite C des budgets pharmaceutiques. Donc, je pense qu'il y a des choses pratiques à faire pour continuer. Dans la diapo que je vous avais présentée, on a surfé jusqu'à 20 000 traitements par an. Aujourd'hui, on est largement en dessous de 10 000 traitements par an et on a du mal à trouver ces derniers patients. Et je pense qu'il y a des moyens simples pour arriver à retrouver ces patients et à les ramener aux soins. Béatrice, tu voulais dire quelque chose? Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle qui peut circuler. Merci. Ouais, je suis contente que tu dises ça, Pascal. Enfin, globalement, je suis contente de t'entendre. Moi, je voudrais pointer la longue inertie des structures qui accueillent les usagers de drogue, les XAPA, je veux dire, dans des temps très anciens, ça doit être encore au XXe siècle, tu es venu nous raconter qu'on était concernés par l'hépatite. Je sais, maintenant je suis retraité, que, en tout cas pour ce qui concerne la file active des personnes du XAPA que j'ai animé pendant des années, on a nettoyé, il n'y en a plus de nouveaux, enfin, il y en a, s'il arrive des nouveaux, on les soigne, mais on a épongé toute la file active. Après, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que bon, beaucoup de XAPA n'étaient pas comme ça. Hein. Beaucoup de XAPA, c'est pas notre boulot, machin, tout ça, alors que ça reste quand même un problème. Et évidemment, je suis complètement d'accord avec la mobilisation qui arrive de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des CARUD, et en particulier ceux qui travaillent avec l'autosupport, etc. À nous, à Sud, à Marseille, on a un système, on a un bus qu'on a appelé finement le bus épatant, qui fait, ça c'est le bus 3132, qui fait exactement ce que tu as décrit, mais on fait ça sur Marseille, on va dans des endroits reculés, mais on a complété avec quelque chose qui vient d'un Sud qu'on appelait le parrainage, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été soignés. Alors, parce que bon, les fake news, ça ne traîne pas que chez les gens chics. Je veux dire, les gens ne sont pas tous des fake news. Les gens qui ont été traités avec l'interféron, ou les gens qui ont entendu dire qu'on souffrait énormément, etc., se précipitent pas, même quand on les a dépistés pour se faire soigner. Et on a beaucoup bénéficié de la formation qu'on a faite à des pairs qui, eux, avaient été guéris et qui ont pris en charge individuellement des personnes pour les amener jusqu'aux soins et les accompagner pendant toute la durée des traitements. Donc, je veux dire, il y a une palette, une diversification des possibilités qu'on peut initier à partir de, 1, outreach mobilité, et 2, expertise qui ne vient pas des diplômes, qui, à mon avis, et ça, je salue les hépatologues, nous,
Bourlière à Marseille, hein, qui comprennent ce genre de choses-là, qui savent qu'effectivement, les personnes, le réservoir actif de virus ne viendront pas dans les salles d'attente des hépatologues, c'est aux professionnels et aux pairs d'aller vers eux. Donc encore merci pour ce rappel. Marc, tu parles de Marc Bourlière, il me rapportait en discussion autour d'un café qu'il avait été accompagné d'une infirmière pour aller dépister 2 patients dans un parking souterrain. Et ces 2 patients étaient virémiques. Et il me dit, mais c'est pas 2 patients, j'ai fait 100% de tests qui étaient positifs ce jour-là et j'ai amené aux soins 2 patients, 2 sur 2, quoi. Alors qu'en population générale, c'est colossal pour arriver à ça. Donc, les hépatos comprennent l'aller vers auprès de ces populations les plus compliquées. Et je pense qu'il nous reste 2 ans et c'est là où il faut qu'on mette le paquet. Bien, écoutez, on va passer les diapos de Don Desjarlais et de des équipes qui sont associées à ce projet, qui est un projet financé par l'ANRS et le NIDA, qui se déroule au Vietnam depuis déjà plusieurs années et qui associe une équipe l'équipe de Don Desjarlais, donc à la New York University, et puis des partenaires vietnamiens, particulièrement les partenaires de santé communautaire, le CHU de Nîmes et puis le XAPA Pierre-Nicole, comme vous le voyez sur cette diapositive. Alors après, je ne sais pas comment on passe. Ah, tu les as, d'accord. Donc voilà, vous avez tous les gens qui sont listés là, tous ceux qui ont participé parmi les équipes françaises, les équipes vietnamiennes et les équipes américaines. Diapositive suivante. Bon, ben voilà. Donc vous voyez, Don est au centre. Donc, les principaux objectifs de cette étude, c'était dans la région de Haiphong, au nord du Vietnam, c'était de réduire l'incidence du VIH au sein d'une population qui, comme vous le savez probablement, est principalement composée de jeunes usagers de drogue, qui sont encore aujourd'hui la population dans laquelle se transmet principalement le VIH. Donc, dans cette étude, il s'agissait essentiellement au fil des ans, puisque c'est une étude qui est déjà relativement ancienne et qui se reproduit chaque année, de conduire d'étudier les facteurs de risque pour le HIV, la prévalence du HIV, la prévalence du HCV et la prise en charge des personnes dépistées dans le cadre de cette étude. Il s'agit. Alors, vous savez, j'improvise un peu parce que d'abord, je ne connais pas les diapos, mais je connais bien le contexte du Vietnam où on conduit, nous aussi, une étude avec l'équipe de Jean-Pierre et des collègues américains. Et je connais le contexte de Haiphong. Donc, excusez-moi si de temps en temps, je bafouille un peu sur les diapositives que je découvre en même temps que vous. Cette cohorte, la cohorte qui est suivie par l'équipe Drive, est une cohorte de 400 personnes. Et pardon, ce sont les HIV négatifs, excusez-moi, et pour la partie HIV positive, ils sont suivis non seulement au départ pour le dépistage, mais ensuite pour la prise en charge intégrée, c'est-à-dire aussi bien la prise en charge des addictions que celle de l'infection à VIH. Diapositive suivante, vous n'hésitez pas à ajouter des choses. Hein. Mais ça donne maintenant ce traitement. Oui, voilà. Donc ils utilisent une technique, une méthode que vous connaissez bien, hein, qui est la méthode dite de boule de neige, Respondent Driven Sampling, et les super recruteurs, on en a parlé tout à l'heure à propos de l'hépatite C, avec un modèle un peu similaire en France, pour recruter des personnes additionnelles dans la cohorte, à travers un système de coupons. Il n'y a pas ici de rémunération, comme le montrait tout à l'heure dans l'étude française sur l'hépatite C, pour les recruteurs, pour faire entrer de nouvelles personnes dans la cohorte, mais
il y a un système d'incitation qui est principalement basé sur des services de soins pour les personnes qui participent à ce recrutement ou à cette cohorte. Et les organisations communautaires qui sont utilisées sont assez efficaces et assez développées, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un pays comme le Vietnam où tout est contrôlé par le parti, même aujourd'hui encore, même si c'est moins visible. Il y a un réseau relativement autonome, relativement indépendant d'organisations communautaires, et notamment SCDI, qui est l'organisation dont vous avez vu le logo au tout début, qui a des antennes un peu dans tout le pays, et particulièrement dans le nord, mais aussi un peu dans le sud, et qui a beaucoup travaillé sur le VIH au fil des ans, et travaille maintenant aussi sur l'hépatite C. Diapositive suivante. Bon, vous avez là la population d'études, en sachant qu'au Vietnam, il y a quand même une particularité notable, c'est que de temps en temps, au fil des élections municipales ou régionales ou nationales, les progressistes perdent les élections et les conservateurs les gagnent. Et quand les conservateurs sont au pouvoir, régionalement ou nationalement, il y a assez régulièrement des campagnes des rafles chez les usagers de drogue qui sont alors détenus dans des rehabilitation centers, qui en fait sont des centres de détention où est pratiqué un sevrage brutal. Oui, et ils vont rester là pour une période maximum de 4 ans, mais il est rare qu'ils sortent avant 2 ans. Donc c'est toujours très compliqué parce que quand on gère des projets, notamment des projets de recherche au Vietnam, il arrive régulièrement que brusquement le recrutement s'assèche parce que à l'occasion d'une fête nationale ou d'un événement politique local, les gens sont raflés et il est quasiment impossible ou très difficile d'obtenir leur sortie. On y arrive de temps en temps, ça nous est arrivé à Saigon d'arriver à faire sortir ceux qui étaient recrutés dans notre programme de recherche. Je ne sais pas si les amis de Drive ont la même facilité avec les autorités militaires et de police de Haiphong. Mais enfin, ça complique singulièrement les choses et vous voyez qu'il y a une circulation des individus entre la prison et la cité. Diapositive les 3000 en rouge sont ceux qui sont en traitement méthadone. Voilà. Diapositive suivante. Oui, alors les difficultés rencontrées, c'est précisément ce que j'ai anticipé sur la diapositive, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire les interférences de police avec la prise en charge des usagers de drogue. Le fait qu'il y a assez peu de ressources financières disponibles, cela dit, la méthadone est payée par l'État, ainsi que les services de délivrance de méthadone qui couvrent à peu près le territoire national. Les difficultés d'avoir du personnel formé, la stigmatisation qui est toujours très forte, même si tout de même, au fil du temps et au fil des ans, nous avons vu, et je pense qu'à Saigon en tout cas, mais à Haiphong, c'est probablement la même chose, que finit d'y avoir quand même une certaine tolérance vis-à-vis des usagers de drogue et des personnes séropositives. Ça a diminué par rapport à ce que c'était dans le passé. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les detention centers. Diapositive suivante. Alors, pour donc mesurer l'incidence dans la période d'étude, donc bon, moi, j'ai pas trop les éléments, mais enfin, je suppose qu'ils ont utilisé les techniques habituelles qui consistent à rechercher les séroconversions dans la population d'études. Vous voyez qu'ils ont une cohorte de séronégatifs avec un suivi de 6 mois recrutés à partir de la technique de boule de neige conduite chaque année et que le nombre de personnes est supérieur à 1000 à chaque fois et que les séronégatifs sont d'environ 200. Diapositive suivante. Les résultats, 3 séroconversions dans 1483 personnes années à risque dans l'étude de cohorte, 0 dans les enquêtes suivantes et 0 dans la plus récente. Et donc, finalement,
une incidence qui est assez impressionnante, hein, qui est vraiment très très basse et assez spectaculaire. Diapositive suivante. Et donc, dans ce contexte particulier du Vietnam, avec toutes les difficultés rencontrées, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, à condition de mettre en place un système intégré de prise en charge et de suivi des usagers de drogue, eh bien, on obtient des résultats spectaculaires qui font penser qu'on peut, dans ce contexte, mettre fin à l'épidémie au sein de cette population clé que sont les usagers de drogue, qui restent au Vietnam la principale population clé, comme on le dit dans le système des Nations Unies, au sein de laquelle continue à se transmettre l'infection à VIH. Diapositive suivante. Alors, si on considère la population, je pense que c'est la population générale du Vietnam à laquelle ils font, des usagers de drogue du Vietnam à laquelle ils font allusion. On voit donc que les caractéristiques sont qu'il existe une cascade of care, c'est-à-dire un accès au dépistage, un accès au traitement et une efficacité du traitement en termes de négativation de la charge virale qui a atteint les objectifs, que l'incidence est inférieure à 1 pour 1000 personnes, qu'il y a moins de 5% d'actifs, d'usagers de drogue actifs qui transmettent le VIH, que le partage de seringues est en dessous de 5% et que l'accès à la méthadone est élevé aux alentours de 40%. La question, évidemment, comme toujours, que ce soit à Haiphong ou ailleurs, que ce soit au Vietnam ou ailleurs, c'est de retenir les usagers de drogue dans le système de soins, le système de dépistage, le système de prise en charge des addictions et de l'infection, et éventuellement de l'infection à VIH, il y a une infection à VIH, et que les difficultés, elles sont beaucoup liées au contexte vietnamien, puisque dans le contexte vietnamien, il n'est pas possible aujourd'hui, les autorités sanitaires n'autorisent pas l'usage de la méthadone, l'usage de la méthadone en dehors des centres spécifiques de soins et de délivrance de la méthadone, premièrement. C'est d'ailleurs le cas aussi pour la buprenorphine, qui est disponible dans quelques centres, mais qui ne peut pas être prise en dehors de ces structures de soins. Donc ça limite évidemment l'accès à ces produits, notamment auprès de tous ceux qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas fréquenter, notamment pour des raisons géographiques, les centres de délivrance. L'autre challenge, c'est la modification du profil des drogues utilisées au Vietnam, en Asie du Sud-Est de façon générale, comme un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une large diffusion de méthamphétamine et d'autres produits de synthèse dans la sous-région, et que ça complique un peu la prise en charge, mais aussi l'approche à utiliser. Et puis, bien sûr, mais ça, c'est pas spécifique au Vietnam, vous le savez bien, les problèmes de comorbidité psychiatrique, sachant qu'au Vietnam, la prise en charge des comorbidités psychiatriques, on est quand même encore là je laisse commenter les spécialistes, on est quand même à son début et assez peu développé. Oui, dans le cas de cette étude de DRIVE, donc Laurent Michel de Centre Pierre-Nicole de Paris, qui participe à cette étude, a donc développé un programme d'abord de repérage des comorbidités psychiatriques et pour partie, autant que faire se peut, de prise en charge de ces comorbidités. On sait que les comorbidités psychiatriques, dans le cas de ces pathologies duelles, addiction plus comorbidité psychiatrique. Ces comorbidités psychiatriques sont un facteur d'aggravation du pronostic et un facteur de vulnérabilité et d'aggravation. Donc, dans leur
étude. Là, il n'y fait pas tellement référence, mais ils ont eu une amélioration donc, des indicateurs à la fois d'adhérence au traitement et des résultats du traitement, tant au plan du VIH que des conduites addictives. Alors, bon, bien sûr, l'idée, c'est de faire en sorte que les résultats observés se maintiennent dans la durée, donc ce qui nécessite à la fois que l'État et notamment l'environnement politique n'interfère pas de façon trop problématique avec le suivi et la prise en charge des usagers. Le maintien des programmes de prévention et de soins, mais ça, je pense que ce n'est pas au Vietnam, en tout cas dans l'état actuel des choses, un problème majeur. Et puis, comme on l'a évoqué, le fait que les choses bougent aussi bien sur le plan des pratiques et des consommations et qu'il faut suivre aussi la vie des consommateurs et le changement des profils. L'étape prochaine, c'est de faire en sorte que ce qui a été appris dans la région de Haiphong soit transféré dans d'autres régions du Vietnam. Alors, pas tellement au sud, parce que là, il existe déjà beaucoup de choses qui sont faites et de façon relativement robuste par d'autres intervenants, notamment par nous. Mais les régions aujourd'hui où le VIH est le plus actif encore chez les usagers de drogue, c'est le nord du Vietnam, tout au long de la frontière avec la Chine et avec le Laos, et que c'est vrai que c'est loin, c'est la montagne, et que les difficultés sont considérables. C'est aussi là que circulent beaucoup de nouveaux produits qui traversent les frontières à cet endroit-là. Et je pense que c'est à cela que fait allusion l'équipe de Drive, à la possibilité de faire en sorte que des projets de cette nature soient développés également dans le nord du Vietnam sur des populations beaucoup plus importantes que la population de la ville de Haiphong. Oui, et relativement à ce que tu viens d'évoquer, nous avions réalisé il y a un peu plus de 2 ans, avec plusieurs membres de notre équipe, donc Patrick Ebrard à Nété, Vincent Trias, qui est notre coordinateur sur place pour les études qui sont menées par nos équipes dans le sud, Vincent Trias étant le coordinateur de cette équipe, et nous sommes allés donc à Dien Bien Phu, dans la région donc, du nord du Vietnam, frontalière de la Chine, et la situation donc du VIH chez les usagers de drogue y est terrible, puisque l'incidence est très élevée. Et il y a une extension, donc plus de 60% de mémoire des usagers de drogue fréquentant les services de soins. Après, au-delà, mais le problème, c'est qu'il y a des montagnes, donc pour vous dire, c'est difficile. Et ceux qui doivent accéder au traitement de substitution méthadone ont du mal parce que la loi vietnamienne exige qu'ils y viennent tous les jours, y compris dimanche et jours fériés. Ceux qui sont dans les montagnes ne peuvent pas faire ce trajet de plusieurs heures. Donc quoi qu'il en soit, le VIH est extrêmement élevé. C'était plus de 60% des usagers de drogue. Et donc, il y a une contamination donc, des partenaires sexuels. Et donc, globalement, l'incidence du VIH est dans ces régions, on peut dire quasiment a échappé au contrôle. Et donc, Dan Desjarlais fait référence aussi à l'urgence qu'il y a de mettre en œuvre toutes ces possibilités de réduire donc, la diffusion de VIH. Alors, visiblement, ils ont un nouveau projet qui s'appelle CHEER, je ne savais pas, dont l'objectif est qui est de répliquer Drive, en gros de refaire des enquêtes pour estimer d'abord la taille des populations cibles, ensuite l'incidence du VIH dans ces populations cibles, l'incidence des comorbidités, notamment chez les MSM, la qualité, les caractéristiques et la qualité de la prise en charge, la couverture en méthadone et éventuellement peut-être en buprenorphine si elle se répand au Vietnam, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, et des comportements de risque vis-à-vis du HIV. Diapositive suivante.
Bon, il semble qu'ils aient commencé en fait. Ah non, c'est la période de préparation. J'imagine que la Covid a dû compliquer singulièrement les choses et peut-être n'ont-ils pas démarré. Et on voit effectivement, comme vous le voyez sur ces noms qui apparaissent, vietnamiens, qui sont des villes du nord, des localités du nord du Vietnam, de la région dont Jean-Pierre vient de parler et dont on parlait tout à l'heure. En sachant que la différence, c'est que là, ils font une étude où ils prennent en compte pas simplement les usagers de drogue, mais également les MSM, alors que dans l'étude précédente, c'était uniquement les usagers de drogue. Ah bah, ils ont quand même déjà des datas, en tout cas sur la phase préparatoire. Vous voyez quand même que malgré tout, le service, la prise en charge des personnes VIH est globalement très satisfaisante puisqu'ils ont plus de 70%. Ils montent presque jusqu'à 90% de charge virale inférieure à 20 copies chez les patients qui sont suivis dans ces différents sites. Diapositive suivante. En conclusion, il montre à travers les résultats de Drive que dans un pays comme le Vietnam, qui n'est pas aussi facile peut-être par certains côtés à travailler que les pays riches, ils sont capables, en tout cas dans la région d'études de Drive, d'atteindre à la quasi... moi, j'aime pas du tout éradication, hein, c'est un mot qui ne me plaît pas, mais à la quasi-absence de transmission et de circulation du VIH au sein de la population des usagers de drogue, oui, et qu'ils sont en phase aujourd'hui de travailler à diffuser la méthode et les activités du projet Drive dans d'autres régions et particulièrement dans le Nord, de façon à contribuer à ce que leurs excellents résultats se répètent aussi dans des régions où la prévalence et l'incidence sont encore très forts. Voilà, je pense que c'est la dernière diapo. Voilà, écoutez, on regrette beaucoup que Don Desjarlais n'ait pas pu lui-même vous présenter ces résultats qui sont, je pense... Je crois qu'on peut applaudir chaleureusement Gilles qui vient de réaliser une première, un karaoké scientifique et... c'est assez remarquable, voilà. Donc, il s'est mis dans la peau de Don, qui a pu donc continuer de dormir tranquillement. Voilà. Mais alors, si c'est enregistré, on pourra leur montrer qu'ils repèrent. Oui. J'ai dit des... Ah oui, tout à fait. Bon. Merci à vous. Je pense qu'on a fini cette session et que je crois que c'est à 12h15 que ça repartit dans l'amphithéâtre, c'est ça?